Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, était auditionné par la Commission des Affaires sociales du Sénat. Le ministre a répondu aux questions des sénateurs sur 2 projets de loi qui portent d'abord sur la reprise de la dette sociale, mais aussi sur la création d'une 5e branche de la sécurité sociale dédiée à la prise en charge du handicap et du grand âge. Je vous propose d'écouter ces échanges et on se retrouve après. Ce soir, Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, sur les projets de loi organiques et ordinaires relatifs, Monsieur le ministre, à la dette sociale et à l'autonomie, que notre commission examinera donc demain, avant le passage en séance publique à partir du 1er juillet prochain, Monsieur le rapporteur. Cette audition, Monsieur le ministre, est ouverte à la presse. Elle a lieu en présentiel et en visioconférence. On combine les deux cette fois. Et je salue donc nos collègues qui participent en salle et qui participent à distance. Cette audition est également, Monsieur le ministre, diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Ces 2 projets de loi donc, qui nous sont soumis visent donc à transférer un montant significatif de la dette sociale, 136 milliards d'euros, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, dont la durée de vie se trouve donc prolongée d'autant. Monsieur le ministre, votre collègue, ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, dont le nom figure également sur ces projets de loi, m'a fait savoir, pas directement, mais par la voix de son cabinet, que sa présence n'était pas nécessaire, puisque vous étiez chargé par le gouvernement de répondre à l'ensemble des questions que pourrait poser la Commission des affaires sociales. J'en ai pris bonne note. J'ai été un peu surpris quand même que le ministre des Comptes publics ne soit pas présent pour la présentation d'un texte relatif à la dette sociale, mais ce texte ne manque pas, de toute façon, de surprendre à plusieurs égards. On peut ainsi s'étonner que le gouvernement choisisse de présenter les conséquences du prolongement de la durée de vie de la CADES dans un projet de loi ordinaire, dont les conséquences devront être tirées par la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, plutôt que de présenter directement un projet de loi de financement rectificatif. Vous ne manquerez pas de nous objecter que, comme vous l'avez déjà fait, ainsi d'ailleurs que M. Darmanin, qu'un tel texte est prématuré, car la situation financière de la sécurité sociale n'est pas stabilisée et que, faudrait-je vous citer, Monsieur le ministre, en présenter un toutes les semaines. Bien que nous nous préparions à examiner le troisième projet de loi de finances rectificative, je ne peux que saluer le perfectionnisme, les scrupules et le souci du détail du gouvernement. Mais comment comprendre alors, et c'est mon deuxième sujet d'étonnement sur ce texte, l'adjonction au dernier moment d'un volet consacré à l'autonomie dont nous ne savons absolument rien. Rien dans ce texte sur le financement, sur la gouvernance, sur les prestations servies ou encore sur les bénéficiaires. Une seule chose semble claire, il s'agira d'une 5e branche de la sécurité sociale. Le symbole est fort, mais le contenu d'autant plus décevant. Pour financer cette nouvelle branche de la sécurité sociale, le texte opère une dérivation de recettes de la CADES qui reçoit ainsi un montant sans précédent de dettes, mais moins de recettes pour les amortir. Autre sujet d'étonnement. De Sisyphe au Danaïde, en passant par Prométhée, les références mythologiques ne manquent pas pour évoquer la CADES, mais une des personnes auditionnées par notre commission a préféré, plus modestement, se référer aux facéties du sapeur Camembert pour qualifier cette opération de recette. Après ce rapport d'étonnement, Monsieur le ministre, je vous laisse bien volontiers la parole pour présenter ces 2 projets de loi avant que je la donne au rapporteur général, qui en est le rapporteur, et au président de l'AMEX, puis aux collègues qui souhaitent vous interroger, en commençant par le rapporteur aux personnes âgées, M. Bernard Bonne, et ensuite tous ceux qui voudraient bien s'inscrire. Monsieur Véran, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre invitation. Je sais que votre commission est très sensible aux questions de finances sociales. C'est bien volontiers que je me présente devant vous afin de répondre à vos questions en amont de l'examen du texte, vous l'avez dit, à partir du 1er juillet prochain en séance et dès demain, mercredi, en commission des affaires sociales.
Une nouvelle reprise de dette par la CADES, c'est une nécessité de court terme au regard de la situation que nous traversons, qui nous inquiète tous. C'est aussi un outil qui nous permet de regarder en face les grands défis de notre temps. Le temps court et le temps long, ce sont les deux aspects de ce projet de loi. Le temps court du fait des circonstances et le temps long de l'ambition. Il y a quelques mois, le retour à l'équilibre des comptes sociaux était proche et nous étions sur le point de fermer la CADES après 28 années d'existence pour apurer la dette passée. J'étais alors rapporteur général du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale et nous nous félicitions avec Jean-Marie Van Leeuwenberg, mon homologue de l'époque au Sénat, des perspectives plus enjouées que jamais. Vous avez parlé du rocher de Sisyphe et du tombeau des Danaïdes. C'est vrai que la métaphore n'est pas fausse et l'année que nous venons de traverser l'atteste. La crise sanitaire rebat désormais les cartes. On assiste à la reconstitution, au moins temporaire, de déficits importants. Autant que vous, je le regrette. Néanmoins, il est indispensable d'assurer le financement de la sécurité sociale. Je ne vous apprends rien, la trésorerie de la sécurité sociale est gérée par l'ACOS, avec une contrainte sur la maturité des emprunts qui ne peuvent excéder 12 mois. Cette trésorerie, grévée par 30 milliards d'euros de déficit passé, accumulé à fin 2019, a été soumise à de très fortes tensions du fait des mesures prises et mises en œuvre pendant la crise. Même dans la perspective d'un rebond de l'économie que nous attendons tous, les déficits à venir sont inéluctables. Par conséquent, seul un transfert important peut permettre à la CADES des placements à horizon long qui sont les plus sécurisants. Et seule cette reprise nous protégera contre le risque de devoir décaler un jour le paiement des prestations sociales par manque de financement, situation que ni vous ni moi ne souhaitons bien évidemment. Ne perdons pas de vue que l'hôpital public, dont chacun connaît les contraintes notamment financières, trouverait dans cette reprise de dette de l'air et de la visibilité. Ce que l'on propose avec ce projet de loi, c'est donc une opération de bonne gestion de la Sécu qui renouvelle l'engagement de rembourser les dettes de la sécurité sociale, dont une partie découle de la crise actuelle. C'est respecter les principes de 1996, selon lesquels la dette sociale est gérée vertueusement et apurée au principal. Concrètement, ça veut dire que nous devons prolonger la durée pendant laquelle nous mobilisons des recettes, CRDS, CSG, FRR, pour rembourser cette dette pour 9 années supplémentaires de 2024 à 2033. Voilà pour le premier aspect du texte. Mais à l'occasion de cet engagement, nous posons aussi la première pierre d'une réforme très attendue, celle de la perte d'autonomie. Comme en 1945, il a été décidé de créer une assurance sociale publique contre le risque de maladie ou d'accident du travail. À cette époque, aujourd'hui, nous faisons le choix d'une nouvelle assurance publique contre ce qui est devenu un nouveau risque auquel un certain nombre de Français peuvent faire face aujourd'hui ou demain. Et ils seront plus nombreux à y faire face demain, puisque les chiffres sont sans appel. En 2040, près de 15% des Français, soit près de 11 millions de personnes, auront plus de 75 ans. C'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Un travail important a été débuté à l'Assemblée nationale autour de la création d'une 5e branche de la sécurité sociale. Nous aurons certainement l'occasion d'en débattre, j'imagine, en tout cas dans quelques instants. Je vois que oui. La question du traitement spécifique de la dette liée au Covid-19 reste une vraie question dont les économistes débattent à juste titre et pour laquelle l'échelon approprié est globalement l'échelon européen. Mais il faut agir vite et à ce stade, la solution défendue dans ce projet de loi me semble être la meilleure, voire la seule qui soit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je passe donc la parole à Jean-Marie Van Leeuwenberg, qui a quelques questions, quelques au pluriel. J'ai quelques questions, Monsieur le Ministre, mais ça ne vous étonnera pas, puisque vous avez déjà d'ailleurs anticipé certaines. Alors, j'en ai 6. Je pense qu'il y en aura d'autres de la part de nos collègues. La première porte, je ne reviens pas évidemment sur la description que vous avez faite de la loi organique et de la loi ordinaire. La première porte sur le transfert à la CADES de 92 milliards au titre des déficits des exercices 2020 et à 2023. Et au vu des dernières hypothèses dont vous disposez, est-ce que vous pourriez nous livrer, nous dire plus précisément si le calibrage est correct aujourd'hui?
est-ce que la trajectoire des comptes sociaux est aujourd'hui précise? Est-ce que, pour la deuxième question, selon le gouvernement, la dette sociale créée par la crise actuelle devrait être isolée et avoir un statut particulier? Incidemment, le gouvernement a abandonné la doctrine du chacun chez soi, qui était celle que votre collègue, qui n'est pas présent aujourd'hui, responsable des comptes publics, nous avait expliqué il n'y a pas si longtemps, et l'ensemble des mesures de baisse de recettes de la sécurité sociale qui pourraient intervenir dans le cadre du plan de relance lui seront-elles bien compensées? C'est un point important. Je sais que quand vous étiez rapporteur général, nous avions eu des discussions sur ce point où nous étions pas loin d'être d'accord. Pourquoi, troisième question, est-ce que la CADES, qui doit prendre à sa charge le financement de l'amortissement d'un tiers de la dette des établissements de santé, dette hospitalière, pourquoi la transférer à la CADES, selon d'ailleurs un mécanisme un peu compliqué, je dois dire? Cette importante dérogation aux missions de la CADES, parce que la dette hospitalière est une dette principalement immobilière, la dette des hôpitaux, portée par l'État, c'est l'État qui est propriétaire des hôpitaux, jusqu'à nouvel ordre, et donc hors du champ de la sécurité sociale. Est-ce que ça ne constitue pas un dangereux précédent? Point 4. Le projet de loi prévoit qu'à compter de 2024, un quart de la CSG affectée à la CADES sera dérivé pour financer des dépenses courantes relatives à la dépendance. Une telle opération n'envoie-t-elle pas le message que la dette sociale est éternelle, tout comme la dette de l'État, et sera transmise aux générations futures? Le cas échéant, pourquoi continuer à rembourser le capital et ne pas dégager des moyens supplémentaires pour les dépenses courantes? C'est un peu provoquant, hein, je dois dire. À quoi d'ailleurs, cinquième point, servira la fraction de la CSG affectée à la CNSA pour financer la perte d'autonomie qui représente la modique somme de 2,3 milliards? Comment sera-t-elle répartie dans les différentes sections de son budget? Et dernière question, pouvez-vous nous donner davantage de précisions sur la méthode retenue pour ouvrir le chantier du 5e risque, par exemple sur le calendrier des travaux, les orientations proposées, risques ou branches, où va votre préférence d'ailleurs, Monsieur le Ministre, ou encore nous dire à qui serait confié le rapport de préfiguration attendu pour la mi-septembre? Je rappelle que, pour certains de nos collègues qui n'étaient peut-être pas tout à fait au fait, le texte initial du projet de loi prévoyait la création d'un 5e risque, et c'est l'Assemblée nationale qui a précisé et qui a demandé que ce soit une 5e branche. Voilà, Monsieur le Ministre, quelles sont les premières questions? Je vous laisse répondre à ces premières questions. Il y en aura de la suite, mais on verra. Monsieur le rapporteur général, le statut de la dette Covid, c'est une bonne question et c'est une importante question. Merci de l'avoir posée. Est-ce que c'est une dette qui relève de l'État? Est-ce que c'est une dette qui relève de la Sécu? Est-ce que c'est une dette hybride dont on pourrait discuter du statut? Mon inclinaison naturelle aurait été vers la troisième possibilité, à savoir la discussion d'un statut spécial à part pour cette dette Covid, considérant que c'est un effort qui pourrait être partagé et qui pourrait bénéficier, pourquoi pas, d'un amortissement particulier. Mais mon introspection a été vite balayée par l'urgence. Je l'ai dit, si nous obérons les capacités de l'ACOSS à emprunter suffisamment sur les marchés à court terme pour pouvoir délivrer les prestations sociales, on aura eu un débat très important philosophique sur le statut d'une dette et son remboursement, mais on ne pourra plus verser les prestations sociales. Donc il a fallu décider vite. Dès lors, il y a un vecteur connu, qui a déjà été utilisé dans le temps, en 2011 pour la dernière fois, qui est un transfert à la CADES, qui a l'intérêt d'emprunter sur du long terme. Après, quand on rentre dans le détail, la dette Covid, à proprement parler, sa composante principale, plus de 30 milliards d'euros, c'est certes une décision de l'État, mais enfin ça reste une réduction, une suppression de cotisations à travers le chômage partiel. On peut considérer que la sécurité sociale a ainsi joué son rôle d'amortisseur social, de préservation des emplois et de la lutte contre la pauvreté.
C'est vrai que la chaîne de décision n'a pas émané des partenaires sociaux dans le cadre de la gestion de la Sécu, mais enfin, je pense que considérer que le chômage partiel soit une mesure de protection sociale ne fait pas, en tout cas, ne mérite pas les cheveux sur la tête. L'autre partie de la dette Covid, c'est une augmentation de l'Ondam liée à des dépenses. Vous les connaissez, matériel de protection, masques, tests, prise en charge de soins hospitaliers, médicaments, qui relèvent parfaitement de la sécurité sociale. Donc, on a, et j'ai encore des débats philosophiques importants, parfois avec mon homologue du MACP, puisque je suis censé le représenter aujourd'hui dans cette intervention. Je ne m'exprimerai pas pour autant à sa place sur la question des non-compensations. Mais encore une fois, la Sécu a joué son rôle d'amortisseur social. Sur la compensation, c'est un débat qui relève traditionnellement du PLFSS. Mais je note qu'en même temps qu'on discute de cela, l'État s'apprête à faire un geste conséquent à destination de l'Ondam dans le cadre du Ségur de la santé. Et je ne crois pas que nous soyons enclins à demander à ce que la Sécu rembourse à l'État les sommes qui seront allouées. On a de la suite dans les idées, Bercy aussi. Sur la question de la dette hospitalière et la reprise de dette qui serait portée par la CADES, moi je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que s'il y a une dette hospitalière, certes c'est beaucoup pour du bâti, mais enfin c'est la conséquence d'un Ondam hyper serré pendant des années. Et donc c'est la conséquence de la maîtrise médicalisée. Et donc c'est clairement en lien avec les règles de bonne gestion qui se sont appliquées dans le champ de la sécurité sociale. La dette hospitalière n'est que le reflet de la maîtrise médicalisée. Donc, que cette dette hospitalière soit reprise dans le champ de la protection sociale à travers la CADES ne me pose pas la moindre difficulté. Je la trouve même plutôt cohérent. Vous avez posé la question sur la trajectoire des comptes sociaux. On est sur un calibrage de 52 milliards d'ici à 2020. C'est l'hypothèse du PLFR 3. Vous le savez, nous n'avons pas encore pu tirer toutes les conclusions des dépenses et des pertes de recettes liées à la crise. Il y a encore, à l'heure à laquelle je vous parle, du chômage partiel dans notre pays. Il y a encore des dépenses sanitaires liées à l'épidémie. Donc je ne peux pas vous dire précisément à l'euro près, même au milliard près pour être tout à fait franc, quel sera l'état global de la dette sociale liée au Covid lorsque nous en aurons pour de bon terminé. Et c'est pour ça que nous avons été prudents et que nous avons débloqué de manière prospective et prévisionnelle des dépenses supplémentaires à venir que nous mettons d'emblée à la CADES, suivant ainsi un mécanisme qui a été défloré, si vous me permettez l'expression, en 2011 par une autre majorité qui avait alors déjà anticipé sur une pluriannualité de 4 ans ou de 5 ans, me semble-t-il, des dettes, des déficits à venir de l'ordre plus important à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, de 59 milliards d'euros, me semble-t-il. Donc on n'est pas dans un mécanisme inconnu ni dans une terre vierge. Vous posez ensuite des questions sur le transfert CSG-CNSA. D'abord, remarquez qu'on ne change pas les règles de remboursement de la dette sociale en cours de route. Nous avons fait le choix d'attendre 2024 avant de procéder à ce jeu de tuyauterie. Justement vis-à-vis de nos créanciers, pour leur montrer que nous respectons les règles de remboursement que nous nous étions fixées. Sans quoi nous aurions pu considérer que dès 2021, et sans plus attendre, nous aurions pu transférer 2,3 milliards d'euros à la CNSA, engager sans plus attendre des dépenses nécessaires dans le champ de la perte d'autonomie, et considérer qu'on aurait pu repousser de 6 mois ou 1 an. Il y a eu beaucoup d'amendements à l'Assemblée nationale sur ce sujet, mais le choix que nous avons fait, c'est de respecter les engagements que nous avions pris. Ensuite, lorsque j'ai présenté au Premier ministre qu'il a accepté ce mécanisme de transfert d'une partie de la CSG affectée à la CADES vers la CNSA, j'ai utilisé une métaphore qui est une métaphore que les Français, pour un certain nombre, connaissent, en tout cas dont j'ai eu à connaître il y a quelques années, qui est la rediscussion d'un prêt avec sa banque. On revoit le tableau d'amortissement de son prêt. On voit son banquier, on lui dit qu'on a une dépense importante à faire, comme l'achat d'une voiture, qu'on a besoin de dégager un peu de mensualité. On prolonge la durée de remboursement du prêt, ça diminue les mensualités au prorata, et en plus, dans la manip, parfois, on arrive à rediscuter le taux, si le taux est plus intéressant, de sorte que le prêt nous coûte moins cher. C'est un peu le mécanisme auquel nous adonnons, mais donc il n'a rien de sacrilège. Par contre, encore une fois, en respectant les règles que nous avions prises jusqu'à 2024. L'utilisation de ces 2,3 milliards d'euros, monsieur le sénateur, vous connaissez la réponse. Vous savez que les prévisions, les perspectives qui sont dans le rapport Libaud sur les dépenses liées à la perte d'autonomie d'ici à 2030 sont vertigineuses en termes de dépenses publiques. On parle de 7 milliards, on parle de 8 milliards.
parce que la population vieillit, parce que l'augmentation de la perte d'autonomie est inéluctable, parce qu'il y a des dépenses de rénovation, de construction d'EHPAD, parce qu'il y a des dépenses pour maintenir les personnes le plus longtemps possible au domicile, parce qu'il y a des dépenses liées à l'attractivité des métiers dans le grand âge et dans l'autonomie. Et donc, la façon de le dépenser, nous ne savons que trop. En revanche, ces 2,3 millions ne sont pas pour solde de tout, ces 2,3 milliards ne sont pas pour solde de tout compte, et il faudra évidemment identifier des pistes de financement complémentaires, même en 2024. Ce que nous savons aussi, c'est que d'ici à 2024, nous ne pouvons pas attendre, et qu'il faut engager des dépenses importantes, avec une politique de l'offre notamment qui doit être conduite dans le domaine de la perte d'autonomie. C'est pourquoi je me suis engagé à l'Assemblée nationale à ce qu'il y ait dans le prochain PLFSS au moins 1 milliard d'euros mis sur la table j'allais dire enrichir, non, certainement pas enrichir, mais pour venir conforter les dépenses liées à la perte d'autonomie dans le champ de la CNSA. 1 milliard d'euros, c'est plus que les sommes qui avaient été consacrées à l'époque de la loi de Michel Delaunay, qui avait pu obtenir 700 millions d'euros par an. On est déjà à plus d'1 milliard d'euros supplémentaires à partir de l'année prochaine. C'est donc important, mais ça ne suffira pas, et il faudra identifier d'autres sources de financement. Et c'est pourquoi, pour répondre à votre dernière question, une mission a été décidée, une conférence des financeurs sur la question de l'identification des moyens financiers pour enrichir la CNSA, enfin plutôt pas enrichir, c'est une vilaine expression, mais pour abonder la CNSA, et une mission également de préfiguration du 5e risque ou de la 5e branche, comme on a décidé l'Assemblée nationale en première lecture. Cette mission, je peux vous le dire, alors elle n'est pas encore officielle, j'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts, mais c'est pas très grave, un inspecteur général des finances qui connaît bien la CNSA pour y avoir siégé, qui s'appelle Monsieur Vacher, et qui devrait commencer sa mission sous peu. Merci bien. Monsieur Cardou a la parole. Oui, merci Président. Je ne vais pas proprement parler de questions. Je pense que le rapporteur général a bien campé la situation et a bien posé ses questions. Moi, ce que je constate, Monsieur le Ministre, simplement, c'est que je voudrais faire un petit rappel en arrière au mois de novembre l'année dernière, quand nous avions eu là la chance d'avoir Monsieur Darmanin en audition. Et il nous avait dit, pas de problème, la croissance va absorber le stock de dette qui est encore au passif de la COS. Il faut se rappeler que les projections de l'époque étaient autour de 30-40 milliards et que nous avions fait des approches financières qui montraient qu'à extinction de la CADES, on serait pratiquement entre 40 et 50 milliards encore de stock de dette à la COS. D'ailleurs, ce qui m'avait un peu surpris, c'est que, connaissant ces chiffres-là, vous aviez déjà annoncé, alors que vous étiez rapporteur de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, que dès 2024, on utilisera le volant de marge que donnera le RDS pour financer l'autonomie ou la dépendance. J'avoue que j'avais été surpris de cette déclaration. Mais simplement, je voudrais rappeler ce contexte-là. On est en pleine incertitude. Et mon idée personnelle était que le texte incontournable que vous nous présentez pour transférer à la CADES le stock de dette qu'aura la COS, avec les conséquences déjà des déficits non transférés avant et maintenant de la crise du Covid, était incontournable. Mais pourquoi profiter de ce texte pour utiliser la CADES comme une espèce de fourre-tout où on transfère 13 milliards de dettes des hôpitaux? Pourquoi? Quel intérêt de le transférer à la CADES? Bon, vous dites que c'est justifié parce que c'est un lien avec la sécurité sociale. On pensait que la CADES ne finançait que des dépenses de fonctionnement. Là, on est dans dépenses immobilières et d'investissement. Bon, est-ce que c'est pas plutôt une façon habile de mettre, pardonnez-moi l'expression, un peu de poussière sous le tapis pour vous permettre d'aborder le Ségur pour lequel vous êtes en négociation dans de meilleures conditions? On ne peut pas ne pas envisager cette chose-là. Deuxièmement, pourquoi transférer cette dette à la CADES alors qu'on sait parfaitement que, même si c'est pas très net, on a eu en audition l'agence France Trésor et puis le président de la CADES tout à l'heure, mais manifestement, c'est logique parce que c'est l'État qui garantit les dettes de la CADES, manifestement l'État emprunte dans de meilleures conditions que ne peut le faire la CADES. Alors évidemment, on dira on amortit le capital, mais je ne vois pas pourquoi ne pas profiter des meilleures capacités d'emprunt au point de vue des taux de l'État et transférer ça à la CADES. Et puis pourquoi aussi, à l'occasion de ce texte, lancer
ce qui est tout à fait vertueux, parce que tout le monde est tout à fait conscient que le problème de l'autonomie future des personnes âgées est à traiter très vite, on en parle depuis des années, mais pourquoi profiter d'un texte purement financier qui se rapporte à la CADES, au transfert de la dette sociale, pour afficher un financement à 3 ans, alors que le besoin est urgent, et dont on sait que même à 3 ans, ça représentera à peu près 2,5 milliards d'euros, il sera nettement insuffisant. Vous y avez vous-même fait référence, puisque vous avez lancé la fourchette de 8 à 10 milliards nécessaires. Donc voilà les questions qu'on se pose. Moi, je pense qu'il aurait été préférable d'aborder cette loi organique et cette loi ordinaire sur une approche purement financière d'amortissement de la dette sociale, reporter traiter d'une manière différente la dette des hôpitaux, et puis reporter au prochain PLFSS une approche de fond, à la fois de fond sur comment, moi je ne parle pas de 5e branche, je parle de 5e risque, comment créer ce 5e risque. N'est-il pas plus intelligent de dispatcher ce risque au sein des autres branches de la sécurité sociale, dont c'est la vocation, hein. Donc plutôt que créer une 5e branche appelée à être déficitaire comme le sont les autres, ça me paraissait beaucoup plus légitime d'aborder ce problème-là, puis surtout d'attendre le PLFSS pour englober l'ensemble des financements possibles sans attendre 3 ans. Bien sûr, peut-être, puisque les 0,15 d'utilisation de la CSG affectée à la CADES font l'objet de la loi ordinaire, donc il n'y avait absolument aucun obstacle à ce qu'on traite ce problème au moment du PLFSS, et puis voir aussi surtout quelles sont les autres sources de financement possibles, parce que entre 8 à 10 milliards et 2,5 milliards, il y a un delta important. Donc voilà, c'est les constatations que je fais. Il n'y a pas réellement de questions, mais c'est une analyse peut-être un peu béotienne que je fais, mais qui, je pense, a le mérite de l'orthodoxie financière. Merci. Monsieur Bonne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Oui, les questions sont un peu redondantes par rapport à ce qui a été exposé par notre rapporteur général et par Jean-Noël Cardou, mais je voudrais faire 3 remarques ou 3 questions. D'abord, 5e risque ou 5e branche ? Parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux. La 5e branche obligera quand même à ce qu'il y ait un responsable au niveau de cette 5e branche. Et je voudrais savoir comment vous l'envisagez si la 5e branche est retenue par le gouvernement plutôt que le 5e risque. Le 5e risque avait l'avantage de pouvoir être géré aussi rapidement par l'organisme de sécurité sociale et la partie famille. La deuxième question, je reviens un peu sur les 0,15% parce que tout à l'heure, on entendait le président de la CADES qui nous disait qu'il avait fallu prolonger d'1 an la durée de vie du remboursement pour justement permettre à ces 0,15% de se mettre en place à partir de 2024. Or, est-ce qu'on n'aurait pas pu prolonger d'1 an supplémentaire et commencer tout de suite le remboursement ? Parce que les discussions avec les financeurs, enfin les organismes qui nous prêtent de l'argent, ont bien dû avoir lieu par rapport à la modification considérable de l'endettement et notamment des 136 milliards que l'on met en plus. Et puis la dernière remarque, vous avez parlé du milliard supplémentaire à partir du PLFSS de 2021, pour 2021, mais 1 milliard ne permettra absolument pas de répondre à la programmation normale de la loi grand âge dont on devrait parler rapidement. Or, le secteur est particulièrement en difficulté et je ne vais pas anticiper ce que nous proposerons en tout cas pour la loi grand âge, mais il faudra quand même plus de 1 milliard immédiatement et attendre les 2 milliards 3 ou 2 milliards 4 à partir de 2024. Voilà, je voulais juste par rapport à ces remarques compléter un peu les questions qui avaient été exposées précédemment. Merci. Je vous laisse répondre au président d'Amex et au rapporteur, puis après on passera aux questions de nos collègues. Monsieur le Président de l'Amex, cher Monsieur Cardou, Monsieur le Sénateur Cardou, je me souviens que vous aviez parlé, je ne peux pas parler dans le micro et vous regarder, excusez-moi, ne m'en veuillez pas. Je me souviens que vous aviez déjà évoqué l'idée de reprendre la dette qui n'avait pas été apurée et qui était stockée à la COS et que c'était l'objet de débat.
l'histoire vous donne raison, monsieur le sénateur, et dès lors que j'espère que vous voterez ce projet de loi, l'histoire vous aura donné raison dans la mesure où cette dette sera transférée directement à la CADES, faute d'avoir pu être apurée en ligne, comme nous aurions pu et souhaité le faire. Il faut se souvenir que jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'au coronavirus, nous étions sur un rythme de remboursement plus rapide que prévu de notre dette sociale. Historiquement, les textes, les tables de la loi, il était indiqué potentiellement en 2024 ou en 2025, il y avait des débats sur cette question. Et on était parti plutôt pour la rembourser tout début 2024, ce qui fait que je faisais partie de ceux qui se mobilisaient au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour proposer qu'on diminue un peu le rythme de remboursement pour pouvoir financer les dépenses de perte d'autonomie. Comme j'ai de la suite dans les idées, le projet de loi qui vous est présenté permet de le faire à partir de 2024 par un mécanisme, somme toute, assez similaire. Le financeur, pour ajouter un argument sur la reprise de dette des hôpitaux par la CADES, c'est que le financeur principal des hôpitaux, c'est l'assurance maladie. Et donc, encore une fois, on est dans une logique et dans une continuité de financeurs. Les différences de taux entre État Sécu sont extrêmement marginales, et amenées à évoluer d'ici à 2033 sans qu'on puisse en savoir la direction. Et j'ajoute que la CADES rembourse au principal, contrairement à l'État qui ne rembourse pas au principal. La différence entre branche et risque. D'abord, il n'y a pas de cinquième risque, puisque des risques, il y en a déjà beaucoup plus que 5. On parle de cinquième risque, ce qui est une erreur de langage, dans la mesure où il y en a plus que 5. Par contre, des branches, il n'y en a que 4. Et l'avantage de créer une cinquième branche, j'imagine que c'est l'avantage qui ont trouvé les députés, c'est que ça permet d'identifier un risque, qui n'est d'ailleurs pas le cinquième, j'insiste, mais le 9e, pour être tout à fait précis. Il y a déjà 8 risques dans la Sécu. Et permet d'en assurer une gestion autonome et identifiée, ce qui permet de consacrer à la perte d'autonomie une importance particulière et d'éviter sa dilution au sein d'une branche déjà existante avec d'autres risques. Les sénateurs seront évidemment concertés sur les travaux en cours sur la gouvernance et sur la question des recettes via la conférence des financeurs. Vous ne pourrez pas en être autrement et j'y veillerai. Et j'entends les remarques du sénateur Beaune sur le fait qu'un milliard soit insuffisant. J'ai jamais dit que c'était suffisant, j'ai même dit le contraire. C'est pas 1 milliard pour solde de tout compte, il y a déjà plus de 23 milliards d'euros par an. C'est 1 milliard supplémentaire qui nous permet d'engager une réforme, notamment une politique de l'offre, qui fera l'objet d'un projet de loi ad hoc qui vous sera présenté, qui parlera de la perte d'autonomie. Et si il venait à l'idée des parlementaires d'identifier d'autres sources de financement, toute aide est précieuse en la matière. Mais honnêtement, 1 milliard de plus sur une année à venir, c'est pas négligeable. J'ajoute que le gouvernement a déjà mis 900 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD à travers la crise Covid, la moitié environ pour la prime et l'autre moitié pour soutenir les EHPAD qui ont fait face à des difficultés puisque arrêt des admissions, coûts qui ont été majorés. Ce qui était un effort, encore une fois, important. En fait, les efforts financiers qui ont été faits, je m'en rends compte, dans le champ de la protection sociale au cours de la crise Covid, ne sont sans doute pas aussi visibles que s'ils avaient été faits en dehors de toute crise. Parce qu'ils ont été pris, ce sont des décisions qui ont été rapides, massives, prises dans une actualité qui ne laissait peu de place au débat budgétaire, et c'est tout à fait normal. Et sachez que, mis bout à bout, les surdépenses de sécurité sociale, à la fois pour le champ des EHPAD, pour les plus précaires, les primes alimentaires, etc., ont dépassé les 3 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été budgété. Signe qu'il y a quand même une réactivité très forte. 3 milliards d'euros, c'est absolument pas négligeable sur une période de 2 mois et demi environ. Voilà pour les réponses, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je vais passer maintenant au collègue Monsieur Chassaing. Monsieur Chassaing, il faut appuyer sur le bouton vert. Il est là. Est-ce qu'il est là, Monsieur Chassaing? Il neige en Corrèze. Monsieur Mouillet, en attendant. Oui, très bien. Vas-y. Ah bon, très bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc, mes chers collègues, je vais poser 3 questions. Donc, pour moi, la politique de l'indépendance avec le 5e risque, bon, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Même, on était à plusieurs quand même à espérer que ça arriverait avant les retraites, la loi sur les retraites, puisque le président de la République l'avait déclaré en 2018. Alors, Monsieur le Ministre,
Vous avez dans cette loi l'impossibilité effectivement d'affecter de la CADES pour la dépendance avant 2024 et vous affectez 0,15%, c'est-à-dire environ 2 millions d'euros en 2024. C'est vraiment très insuffisant parce que nous avons, vous le savez d'ailleurs, une dépendance très importante en EHPAD et nous avons un encadrement à 0,6 alors qu'il faudrait aller rapidement au moins à 0,7 ou 0,8. Alors, Madame de Montchamp, j'ai bien écouté son audition. Elle nous dit qu'il y avait peut-être des possibilités quand même avec la CNSA pour affecter des sommes dès 2021 pour la prise en charge de la dépendance. Effectivement, ça paraît tout à fait indispensable parce que les personnes n'arrivent plus en EHPAD à prendre en charge de façon décente nos aînés. Et je souhaiterais aussi évoquer la possibilité dans la loi que le conseil départemental soit l'interlocuteur unique pour l'ensemble de l'offre médico-sociale, c'est-à-dire que le département s'occupe à la fois de la dépendance et du soin, qui est une délégation de l'État, c'est dans le cadre d'une décentralisation, et aussi qui conserve bien sûr le budget hébergement, et en plus, troisième question, sur la formation. Je pense qu'on a une carence de formation parce qu'on a besoin de beaucoup d'aides-soignantes et d'infirmières. La VAE est insuffisamment connue, notamment pour devenir IDE. L'apprentissage n'est pas développé et je pense, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de développer rapidement la formation? Merci. Merci bien. Si j'ai bien compris, Monsieur Chassaing, il est favorable à une loi sur l'autonomie plutôt qu'à un article subsidiaire à une loi sur la CADES. Monsieur Mouillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors, je voulais simplement d'abord commencer par un témoignage et quelques questions. Lorsque le débat a été lancé à l'Assemblée nationale de ce texte sur la création de cette branche d'autonomie, il a créé un engouement fort et important auprès des associations du monde du handicap. Cet engouement étant par contre un peu dilué au fur et à mesure des débats par manque de visibilité sur le contenu de cette réforme. Vos travaux renvoient à un calendrier avec un rapport au mois de septembre, dans lequel on imagine les contours, à la loi de finances, donc pour avoir les prélèvements chiffrés. Mais le grand manque de ce texte, même dans cette phase-là d'introduction, c'est qu'on ne voit absolument pas les contours de la politique d'autonomie que vous voulez porter, ni finalement les grandes orientations financières que vous souhaitez mettre en place, avec derrière tout ça la grande question pour le monde du handicap, du débat du reste à charge, qui est un point essentiel. Alors, 3 questions un peu particulières. La première, c'est voir comment seront associées les structures, les associations du monde du handicap dans les réflexions, dans la rédaction du rapport du mois de septembre. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, sommes-nous bien réellement dans un texte qui concerne l'autonomie et ou uniquement l'aspect vieillissement à travers la perte de l'autonomie, parce que c'est une nuance importante pour le monde du handicap. Le problème de l'autonomie, c'est tous les âges. Et ce n'est pas uniquement le débat du vieillissement. Et je pense qu'il serait difficile de saucissonner, l'enjeu du handicap à travers des problématiques d'âge. Mais c'est bien un débat de perte d'autonomie générale. Donc comment est-ce qu'on croise cela avec le texte sur le vieillissement des personnes? Et le dernier volet, c'est pensez-vous qu'à travers votre volonté politique, nous allons passer d'une logique d'aide sociale à une logique de prestation sociale? Merci bien. Je vais donc passer la parole à Monsieur Théophile en saluant nos collègues des Caraïbes qui sont à nouveau en présence avec nous et en leur adressant nos excuses pour les avoir obligés à se lever à 4 heures du matin les autres fois. C'est ça. Oui, quand les réunions se déroulent à 9h30, il est 3h30 chez nous du matin. Monsieur le ministre, vous avez évoqué déjà à plusieurs reprises l'idée d'abonder d'1 milliard de 2021 jusqu'à 2024, et vous l'avez précisé tout à l'heure, puisque c'était une précision que je vous demandais, mais vous avez dit que vous attendiez des parlementaires aussi, un peu, des propositions. Et ma question a été
puisque c'est une somme importante, avez-vous déjà, justement, puisque nous sommes à quelques mois pour évoquer, avez-vous déjà des pistes, des 1 milliard pour abonder la branche avant 2024? Merci bien. Et je vais donc donner la parole à Madame Apoursopoli. C'est le rouge qui autorise. J'ai complètement oublié. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, comme vous l'avez fort bien dit, la réforme sur l'autonomie est évidemment très attendue. Il faut donc la faire, nous pensons, enfin je pense pour ma part, et la bâtir évidemment en toute concertation avec les véritables décideurs, et ça a été dit, avec ceux et celles qui travaillent dans le secteur de l'autonomie, mais également du médico-social. Alors, vous avez dit, Monsieur le Ministre, que vous prévoyez d'affecter 2,4 milliards d'euros à la Caisse de solidarité pour l'autonomie CNSA, pour amorcer donc le chantier grand âge. Hein, si je me trouve, alors que les estimations sont de 8 à 16 milliards d'euros. Hein, les estimations aujourd'hui, vous l'avez dit, avec donc une nouvelle branche donc de la sécurité sociale. Donc, j'aimerais savoir comment vous allez financer, si on prend la fourchette la plus basse des estimations de 8 milliards d'euros, comment vous allez financer les 5,6 milliards d'euros manquants. Est-ce que vous allez vous attaquer et puis mettre à contribution les revenus financiers? Est-ce que vous allez mettre à contribution les revenus les plus aisés? Est-ce que, en créant une cotisation sur les vous allez mettre en place une cotisation sur les bénéfices des industriels du médicament? Donc, j'aimerais un peu savoir comment vous allez financer, si on prend donc cette fourchette la plus basse des 5,6 milliards d'euros qu'il va manquer. Et sur l'utilité de créer une 5e branche, que pensez-vous de l'idée de créer un risque dépendance au sein de la branche assurance maladie? Et ensuite, une dernière question sur la gouvernance donc de cette 5e branche. Pourquoi ne pas créer des caisses primaires de l'autonomie avec donc une gestion paritaire, organisation syndicale, organisation patronale? Ce serait aux organisations donc syndicales de s'adapter pour proposer des délégués en lien avec l'autonomie, et pareil évidemment pour les organisations patronales. Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre à cette première salve, Monsieur le Ministre. Je vais peut-être répondre dans le désordre et de façon non nominative pour essayer si vous m'en excusez, pour essayer d'organiser un peu la réponse. Je vais peut-être commencer par la fin d'ailleurs. Les 8 milliards d'euros, c'est d'ici à 2030. Donc, je n'ai pas encore la solution sur le financement de la perte d'autonomie d'ici à 10 ans. Ça nous laisse un petit peu de temps pour y travailler, même s'il faut évidemment identifier ces solutions avant et qu'on sait qu'il y aurait une montée en charge progressive parce que les dépenses, les besoins monétaires vont s'accroître année après année. Toutes les pistes sont sur la table, Madame la sénatrice. Juste rappeler, quand vous parliez de taxer le capital ou les bénéfices, que la CSG, qui est aujourd'hui le mode de financement que nous privilégions à travers cette nouvelle dotation, pèse sur le capital et sur le patrimoine, à proportion. Créer une nouvelle strate administrative d'agence territoriale, moi je vous dirais que j'y suis plutôt défavorable. Je considère qu'on a déjà un millefeuille administratif qui est assez copieux. Mon inclinaison naturelle, c'est plutôt d'essayer de simplifier les organisations territoriales, plutôt que d'aller recréer des nouveaux dispositifs, et que je pense qu'on peut s'appuyer sur les réseaux existants pour les développer et permettre de traiter la question de la perte d'autonomie dans les territoires. Sur les modalités d'identification du milliard, comment est-ce qu'on va financer le milliard, ce sera l'objet du prochain PLFSS, et je ne vous le présente pas aujourd'hui parce que j'en ai pas encore le contenu et qu'il y a une mission qui est en cours, on en a parlé tout à l'heure, pour identifier les pistes de financement. Il y a plein d'exemples, hein. J'ai entendu des exemples intéressants comme aller mettre à contribution le fonds de réserve des retraites, ce genre de choses-là. Il y a d'autres possibilités qui seront, j'imagine, examinées par le rapporteur de cette mission qui, encore une fois, viendra à votre rencontre. Sur la perte d'autonomie, je confirme que c'est bien l'âge plus le handicap. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai retenu l'appellation perte d'autonomie
et que je n'ai pas appelé ça un plan dépendance ou une caisse dépendance. C'est bien l'association des deux. L'ensemble des associations, des acteurs dans le champ de la perte d'autonomie sont évidemment associés à la réflexion, aux travaux de A à Z. Leur impatience est grande et elle est compréhensible. Leur envie d'avancer tout autant. Et donc, je considère que c'est encore une fois, on parle ici d'un texte budgétaire qui transfère des déficits à une caisse, mais c'est un très beau projet qui est en train de se dessiner à travers cela. C'est la question de l'autonomie, du maintien de l'autonomie. D'ailleurs, il faudrait qu'on arrête de parler de perte d'autonomie, parce que c'est péjoratif. On est plutôt dans le maintien, la préservation, la prévention de l'autonomie. Et puis, sur toutes les grandes questions que vous avez posées, encore une fois, qui sont légitimes, sur les règles d'encadrement alors le mot dépendance a été utilisé aussi, mais sur toutes ces questions-là, sur les modalités de financement, sur la gouvernance avec les départements, les ARS, etc., c'est vraiment pas l'objet de ce texte. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'en débattre sur le fond. C'est des questions qui sont importantes. Je propose de revenir peut-être à l'essence même de ce texte, parce que sinon on pourrait divaguer, et vous savez que je suis bavard. Je vois le président Milon qui me regarde. Le sujet me passionne, mais je crois que c'est pas l'objet de ce projet de loi. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Hainaut va prendre la suite. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez évoqué l'urgence pour motiver les choix qui sont faits par le gouvernement. Il n'en reste pas moins vrai que c'est notre rôle de parlementaire de comprendre la pertinence et la cohérence. Donc, sans déborder, mais quand même un peu, puisque les questions ont été posées, le 22 avril, où je pense on avait auditionné le ministre Darmanin, et je lui avais posé la question de savoir quel Ondam il proposerait si le PLFSS c'était un PLFSS rectificatif. Et il nous avait répondu 6,5%, je crois. Et donc je vous renvoie à nouveau cette question à aujourd'hui. Et ensuite, voilà, l'interrogation qui est la mienne, c'est par rapport au périmètre du Ségur. Est-ce que la tuyauterie du PLFSS est dans le périmètre du Ségur, et aussi l'articulation par rapport à cette question, ce projet de loi? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu aborder cette question de l'autonomie à l'occasion du Ségur, plutôt que de précipiter, même si je comprends que des personnes attendent, cette question de l'autonomie à l'occasion de ce projet de loi, ce qui fait qu'on va peut-être prendre des décisions qui mériteraient d'être approfondies, comme par exemple la place de la CNSA. Voilà, je ne développe pas plus, mais voilà les questions que je souhaitais aborder. Je vous remercie. Merci. Madame Meunier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'avais une question qui ressemblait fort à celle de notre collègue Philippe Moulier sur le périmètre et la répartition entre handicap et âge. Vous avez été plus précis, donc là c'est quand même l'âge plus le handicap. Donc on va reconnaître la question du seuil. À partir de quel âge? Enfin bon, vous savez, c'est ce qu'on reconnaît et ce qu'on a comme expérience dans les départements. Entre l'APA, après 65 ans. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous remettre là-dedans? Et ceci dit, les personnes handicapées représentées par leur association sont aussi... Enfin, je ne pense pas qu'elles aient compris ce que vous nous avez dit si clairement tout de suite. Donc, il y a de l'attente, vous le savez, du point de vue par des personnes et des associations qui se sont regroupées dans différents collectifs. Moi, je voulais vous parler donc des recettes. Est-ce que vous avez des pistes de financement? Vous allez le dire après, mais parce qu'on entend pas mal de choses dans nos auditions. On reparle des droits de succession, du 1%. C'est une idée que M. Libault trouve personnellement intéressante sur tout ce qui est succession, qui rapporterait de manière quasi indolore sur les transactions successorales si on ponctionnait 1%. Voilà, ça c'est une idée. La CFDT en a une autre sur la taxation plus importante des donations. Voilà, donc est-ce que vous avez, dégagé ou entrevu des pistes supplémentaires de financement sur ce cinquième branche? Monsieur Daudigny.
Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais revenir sur un sujet général déjà évoqué, mais que je pense important parce qu'il touche à la philosophie et à la nature de la sécurité sociale. Nous avions pu comprendre les mois derniers que le gouvernement n'était pas attaché, plus que cela, le rapporteur général l'a dit, à l'autonomie de la sécurité sociale. Et vous l'aviez manifesté en ne compensant plus toutes les suppressions de cotisations. Vous l'aviez aussi manifesté en envisageant de retransférer les excédents de la sécurité sociale vers le budget de l'État. Or, sur une dette dont vous-même, vous avez dit que la nature pouvait être sujette à discussion, qui concerne des pertes de recettes, qui concerne un événement extraordinaire, mondial. Sur cette dette exceptionnelle, vous revenez à l'autonomie de la sécurité sociale en considérant que cette dette est une dette sociale. Il n'est pas possible, Monsieur le ministre, de considérer que l'autonomie de la sécurité sociale existe lorsqu'il s'agit de dette et qu'elle n'existe pas dans les autres circonstances. C'est une question de philosophie et d'avenir qui est importante pour la sécurité sociale. Pour la deuxième question, Monsieur le ministre, vous allez certainement, et je vous le souhaite, donc attacher votre nom à la création de la 5e branche de la sécurité sociale. C'est un événement historique. Alors la sécurité sociale a subi de nombreuses modifications depuis 1945, mais c'est la première fois qu'une branche supplémentaire va être créée après les 4 autres. Alors, Monsieur le ministre, comment expliquer qu'un événement d'une telle importance, d'une telle portée, arrive dans le débat à l'occasion d'un amendement déposé sur un article qui concernait un rapport du gouvernement? Il eût été préférable, bien évidemment, qu'un pan entier du PLFSS soit consacré à cette mesure, avec une discussion complète sur la gouvernance, sur les recettes, sur les prestations, avec toute la solennité qui aurait pu être dégagée. Ça ne peut pas être le cas dans ces circonstances où il y a un amalgame entre le traitement d'une dette, ce qui est en soi un événement qui n'est pas porteur de pensées très agréables, même si elles sont obligatoires, ces pensées, avec la création, donc la prise en compte d'une demande de la société qui est une demande ancienne et à laquelle vous allez répondre, et a priori, puisque vous avez indiqué qu'il s'agissait de à la fois âge et handicap, vous allez y répondre, je le souhaite, de la façon la plus appréciée par tout le monde. Donc pourquoi ces circonstances vraiment étonnantes dans le fonctionnement du Parlement et dans l'annonce d'un tel événement? Je vous remercie. Merci bien. Madame Lubin prend la suite. Merci, Monsieur le Président. En fait, Monsieur le Ministre, je n'aurais pas dit mieux forcément que Yves Daudigny. C'est exactement la même question et la même teneur. L'arrivée de cette création de 5e branche dans ces circonstances me paraît totalement incongrue. Et j'allais du coup poser 2 questions liées à la place du conseil départemental et au lien avec le handicap. Mais comme vous avez dit que vous ne souhaitiez pas vous éloigner de l'esprit de ce texte, je ne les poserai pas, j'en resterai là. Mais simplement, Monsieur le Ministre, comprenez bien qu'une telle annonce ne nous laisse pas de poser des questions, j'ai envie de dire. Il est évident qu'on ne va pas se contenter de savoir ce que vous allez financer, comment vous allez le financer. Ce qui nous intéresse également, c'est ce que vous allez mettre dans cette 5e branche et la façon dont tout cela va s'articuler avec ce qui existe déjà et dans l'avenir. C'est bien pour ça que nous appelons de nos voeux quand même un débat. Et un débat, oui, mais j'ai envie de dire, là, on met la charrue avant les bœufs, très clairement. Bon, les bœufs vont la pousser. Monsieur Savary. D'ailleurs, on laboure avec les bœufs qu'on a, hein, oui. Comme on dit dans nos territoires ruraux. Non, Monsieur le Ministre, moi je partage, je vais rejoindre mes collègues. Moi, je trouve qu'il y a une incohérence par rapport à cette loi et maintenant une 5e branche qui serait même dirigée par la CNSA. D'ailleurs, vous avez dit vous-même, au départ, vous aviez parlé d'un 5e risque éventuel que vous commenceriez à financer à travers le 0,15, à travers 2024. Bon, c'est un affichage.
pourquoi pas? Voilà, je dirais même pourquoi pas. Voilà. Ça peut se discuter, mais pourquoi pas? C'est un texte financier, mais on en profite pour afficher une volonté. Très bien. Mais là, attendez, l'Assemblée nationale a tout modifié. On nous parle de 5e branche. On travaille déjà en silo. On a des problèmes entre le sanitaire, le médico-social, le privé, le public. On l'a déjà évoqué. C'est toujours pas réglé. La médecine de ville, la médecine hospitalière, etc. C'est toujours pas réglé. On aurait pu penser qu'à travers la crise que l'on vient de connaître, à travers le Ségur, on aurait pu envisager un modèle social adapté au XXIe siècle. On ne parle pas du déficit de l'UNEDIC, qui ne fait pas partie du périmètre de la sécurité sociale. Les régimes complémentaires, ils ne font pas partie, c'était proposé dans le texte de loi sur la retraite. Le texte de loi sur la retraite, il est, pour l'instant, on le comprend également, différé. Mais ce n'est pas dans le périmètre encore de la sécurité sociale. On continue à fonctionner en silo et on connaît les difficultés. On apprend que c'est l'autonomie. Moi, c'est ce que j'avais compris aussi, quand même. On avait compris que c'était l'autonomie, quel que soit l'âge. Donc, handicap plus personnes âgées. On connaît les difficultés. Ça veut dire que, de toute façon, dans toutes ces dimensions-là, il y a une dimension transversale. Pour les personnes âgées, l'autonomie des personnes âgées, la branche vieillesse participe déjà largement, trentaine de milliards d'euros, continuons à verser. Dans le monde du handicap, il y a aussi, selon l'âge de 9 personnes handicapées, il y a la branche famille, etc. Vous n'échapperez pas des dimensions transversales. On crée une 5e branche sans avoir mesuré l'impact. Et elle sera dirigée par la CNSA. Je connais bien cet organisme, j'ai été président de département, je sais comment on travaille, etc., comme d'autres, je n'ai rien inventé, mais véritablement, ça mérite d'étudier la place de chacun des partenaires, ça mérite un impact. Et vous nous dites là, non, on verra ça, c'est pas dans la loi. Mais si, c'est dans la loi, puisque ça a été transformé sur une 5e branche et qui sera dirigée par la CNSA. Donc l'optique d'un texte budgétaire, on est transformé en texte sociétal. Moi, ça me pose des questions. Donc je voulais vous faire part de ces préoccupations de façon très officielle. Et deuxièmement, maintenant on en revient à la loi initiale, si vous permettez, à savoir la dette sociale amortie par la CALES de façon supplémentaire, 136 milliards au global, donc 92 milliards de dettes prévisionnelles. Dans ces 92 milliards, quelle est la part du sanitaire? Quelle est la part pour les retraites? Parce qu'on sait qu'il va y avoir un déficit important, on a vu le corps, il y a 25 milliards alors qu'on n'était qu'à 10 milliards. Et quelle est la part, à ce moment-là, de déficit prévisionnel de la 5e branche? Puisque vous parlez d'une 5e branche et qui sera mise en application, donc on prévoit un déficit prévisionnel aussi de cette 5e branche? Ou pas? Comment vous anticipez tout cela? Je vous laisse répondre, Monsieur le ministre. La richesse des questions fait qu'à la fin, on a presque oublié la première. Mais néanmoins, j'ai pris 3 notes. Sur la question de l'ONDAM, c'est pour le sénateur Reynaud, si je me souviens bien. Quelle sera l'évolution en taux de l'ONDAM? Je vais vous dire une chose. Parler d'évolution de l'ONDAM, je pense qu'il faut qu'on arrête. En taux. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, on a déterminé, je chercherai dans les grimoires de la Sécu, mais à quel moment est-ce qu'on a considéré qu'il fallait qu'on parle d'évolution en taux de l'ONDAM, en pourcentage d'une année sur l'autre? Je regarde le rapporteur général de la Sécu au Sénat. Je ne suis pas sûr que ça fasse sens. Je vais vous donner un exemple. Cette année, avec l'ONDAM qu'on va avoir, du fait de la crise Covid, l'évolution du taux, alors tout le monde va regarder. Mais du coup, l'année prochaine, l'évolution du taux de l'ONDAM, qu'est-ce qu'on en fait? Vu le niveau de dépenses qu'on a eu cette année, il y a peu de chances qu'on ait le même niveau l'année prochaine. On fait un ONDAM négatif alors qu'on aura plus de 200 milliards d'euros sur la table. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de parler en évolution du taux de l'ONDAM. C'est un espèce d'indicateur qui honnêtement ne veut pas dire grand-chose et qu'on parle d'ONDAM en euros. Et en même temps, c'est peut-être une façon aussi pour les contribuables qui cotisent à la Sécu de se rendre compte de ce qu'il y a derrière le mot ONDAM. Il y a un rapport très, très intéressant de M. Savary et de Mme Deroche sur l'ONDAM. Très bien. J'ai connu un temps, ici au moins au Sénat, où on ne donnait même pas le solde en valeur absolue de l'assurance maladie, des caisses, etc. On ne parlait qu'en taux, et puis en solde négatif ou positif. On ne donnait pas les valeurs absolues. Et donc c'est vrai que c'est important.
Mais le taux, c'est un indicateur. Bah moi, je vais vous dire, sénateur, je pense que c'est plus parlant pour les Français de savoir qu'on dépense 206 milliards d'euros pour la santé cette année que 2,3%. Je pense qu'il faut parler en valeur absolue. Je suis d'accord. Mais il faut aussi... On dépense 206 milliards, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. On dépense 206 milliards, grosso modo, cette année pour la santé, avant le Covid, pour la santé des Français. Ça parle. Donc, parlons en euros. Sur la question du PLFSS et du Ségur, ce n'est pas le lieu de parler du PLFSS, le Ségur. On a déjà un chantier qui est monumental, qu'on a concentré dans un temps très court, avec une concertation très forte, et pour laquelle je souhaite que nous aboutissions dans les 15 jours qui viennent. Néanmoins, on va glisser sur le champ de l'autonomie, puisqu'il sera question de la revalorisation des salaires dans les EHPAD, des soignants, ce qui est une façon très forte d'aborder la question de l'autonomie. Pour la sénatrice Meunier, oui, la cheuille entre le handicap et le grand âge, ça c'est une épine dans le pied des pouvoirs publics depuis des années. C'est très compliqué. J'imagine que la question se posera. J'en parlerai avec la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, avec les associations. Enfin, j'en parlerai. Il ne suffit pas d'en parler. On sait très bien quels sont les enjeux qui sont importants. Et probablement qu'à la faveur de la création de cette branche, ce sont des questions qui pourront être reposées. En tout cas, j'imagine. Et sur la question du financement, j'ai déjà répondu, Madame la sénatrice, que je ne répondrai pas, puisqu'il y a une mission spécifique sur ces questions-là, et que j'ai abordé comme ça une piste. Il y en a d'autres. Vous en avez abordé une sur le 1%, sur les DMTG, sur les transmissions de titres gratuits, qui est une piste aussi. Enfin, voilà, il y a plein de pistes, ça fourmille d'idées pour financer la question de l'autonomie. Il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas d'argent gratuit, donc de toute façon, il va falloir l'identifier. Pour le sénateur Daudigny, j'ai déjà répondu sur le statut de la dette Covid, je ne m'y arrête pas, vous ne m'en voudrez pas. Et puis, question que vous avez été plusieurs à poser. J'ai envie de répondre, l'occasion fait le larron, mais je crois que c'est péjoratif comme expression. Mais c'était pour dire, on a sauté sur l'occasion pour pouvoir réaliser une promesse qui a été faite et répétée depuis plus de 10 ans et qui n'a jamais été réalisée. L'identification d'un nouveau... Ben oui, la raison a été budgétaire, monsieur le sénateur. Je peux vous donner l'excellente Roselyne Bachelot elle-même en avait convenu à ses dépens. La non moins excellente Michel Delaunay et ceux qui l'ont précédé et suivi l'ont également dit, le problème de financement. Et donc, jamais la promesse de création, d'enrichissement de la sécurité sociale avec l'identification d'un risque pour la perte d'autonomie et d'une branche en l'occurrence, n'avait été réalisée. On aurait pu encore considérer qu'on attendrait 10 ans supplémentaires et que nous verrions plus tard. Là, moi je suis, je vous le dis, absolument fier et absolument convaincu que c'est le moment de le faire. Parce que vous ne faites pas que cela, vous étendez le périmètre du PLFSS à cette question de l'autonomie, ce qui permet à la représentation nationale de débattre à chaque automne du financement de la question de l'autonomie, un débat dont vous étiez plus ou moins privé jusqu'à présent, et l'accroche organique dans la loi nous permet de créer cela. Sinon, il aurait fallu une nouvelle loi organique ad hoc pour pouvoir créer cela, avant d'avoir un PLFSS pour pouvoir le financer, ensuite, avant enfin de poser une loi ad hoc sur l'autonomie. Ben écoutez, non, on n'aura plus besoin. La première étape, elle est devant vous. Et vous pouvez la voter, c'est la création d'une nouvelle branche. La loi organique, elle est là. Derrière, le PLFSS à la rentrée, et derrière, une loi ad hoc sur l'autonomie. Donc, enfin, on avance. La perte d'autonomie, c'est comme le Covid, hein, la perte d'autonomie, c'est ni de droite, ni de gauche, ni en marge. C'est-à-dire que les ministres successifs ont tous dit on veut renforcer le périmètre de la Sécu, qu'il soit de gauche ou de droite. Les ministres successifs ont toujours dit on n'a pas beaucoup d'argent, mais quand on en aura, on le fera. Et tout le monde a dit il faudra bien le faire de toute façon avant 2024-2025, parce qu'après le mur démographique arrive. Ben, écoutez, c'est un travail, voyez-le comme un travail collectif, porté année après année par les gouvernements successifs, et que j'espère rencontrera l'assentiment favorable d'une majorité écrasante des parlementaires. C'était le cas à l'Assemblée sur cette question-là. Le texte a été rejeté dans l'ensemble. C'est dommage, symboliquement, parce que les historiens se pencheront sur l'élargissement du périmètre de la Sécu avec une nouvelle branche, mais c'est la première fois depuis 1945. C'est la première fois depuis 1945 qu'on élargit le périmètre. Non mais, attendez, c'est une question, c'est pas une question qui est neutre en termes d'impact. C'est un 9e risque et une 5e branche. Vous avez les deux. Vous avez les deux. Cherchez bien dans les archives, depuis 1945, le discours de Larocque. Je regarde l'hémisphère gauche, le côté gauche, et évidemment Ambroise Croizat, mais le discours... Ah, pardon, j'ai cherché la sénatrice communiste. Mais sur la question, le discours de Pierre Larocque l'avait dit à l'époque, hein, quand il avait fait son discours fondateur, il avait dit, aujourd'hui, la sécurité sociale doit protéger le travailleur de tout risque qui pourrait l'empêcher de gagner sa vie par son travail. Il avait identifié des risques, la maladie, la famille,
la question de l'âge et des retraites et les maladies professionnelles. Il avait dit, avec le temps, d'autres risques surviendront qu'il nous faudra couvrir et élargir le périmètre. Faisons-le. Peu importe le moment, faisons-le. Moi, Monsieur... je dis, sur ce point, donc c'est clair, la réponse, Monsieur le ministre, vous êtes favorable à la création de la 5e branche. De toute façon, c'était voté à l'Assemblée nationale, j'imagine, avec l'assentiment du gouvernement. Bon, donc ça, il n'y a pas de mystère. Pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être présenté un peu à la sauvette. Non, c'est la première pierre, vous avez dit. Première pierre, après tout, pourquoi pas, effectivement, dans le cadre de cette loi organique, pourquoi pas? Le vrai problème, c'est effectivement le financement. Et c'est ça le vrai problème. Donc, bon, on a une information nouvelle. Il n'y aura pas dès 2021 une partie de les 2,3 milliards de CSG, mais il y aura 1 milliard qui sera donné à cette 5e branche dans le PLFSS pour 2021. C'est quand même une information intéressante. 1 milliard, c'est insuffisant, mais c'est un progrès. Nous pensions, certains d'entre nous, j'ai écouté tout à l'heure les uns et les autres, que si vous supprimiez les 13 milliards d'affectés à la CADES, ça permettait de transférer dès 2021 les 2,3 milliards avec le même équilibre pour la CADES en termes de durée d'amortissement. Faites le calcul. Donc, je dis, il y avait d'autres solutions. Il y avait d'autres solutions pour permettre un financement plus rapide, puisque vous y tenez beaucoup à cette 5e branche. Maintenant, il faudra définir, j'espère que le rapport servira à ça, ce ne sera pas un rapport, je dirais, évasif, définir quels sont les risques et les financements qui sont repris dans la 5e branche. Tout à fait. Parce qu'il y a 66 milliards. On a bien écouté Madame Monchamp, qui se félicitait évidemment de devenir pilote de cette branche. On peut la comprendre d'ailleurs, mais elle dit qu'il y a 66 milliards aujourd'hui dépensés pour l'autonomie et le handicap, et il n'y en a que 22, vous le savez très bien, dans la loi financement de la sécurité sociale sur les mêmes risques. Donc, il y a une différence considérable, ça va du tiers, c'est 2 fois plus, 3 fois plus, quoi. 2 fois plus, pardon. Merci. Donc, oui, c'est bien 3 fois plus. Oui, oui. 3 fois plus, je ne me trompe pas. Donc, le problème, il est là. Je pense qu'il serait intéressant, pour éclairer le Sénat, Monsieur le Ministre, peut-être pas ce soir, mais en tous les cas, pourquoi pas. Avant demain matin, puisque Monsieur... Mais en tous les cas, en séance, d'apporter des précisions sur ce point. Je pense qu'il serait de nature à lever effectivement des doutes chez certains sur la volonté d'aller au-delà de l'effet d'annonce, mais réellement d'engager très rapidement, et vous avez déjà donné un signe important, 1 milliard, c'est pas rien, dans le PLFSS, mais j'aimerais qu'on puisse aller plus vite encore en besogne dans cette affaire. Voilà. Monsieur Savary. Précision, moi, je fais la différence entre le risque et la branche organisée par la CNSA. Grand 2, j'ai demandé la répartition des 92 milliards de déficit prévisionnel. Oui, je suis intervenu. C'est le rapporteur qui lui a empêché de parler. J'allais ester devant la justice du président Milon parce que je n'avais pas eu le temps de vous répondre. En fait, c'est 52 milliards, parce qu'il y a une partie que vous connaissez, que vous identifiez, et donc il reste 52 milliards sur le déficit de la sécurité sociale pour cette année, en cours. Il y a 31 milliards pour la branche maladie, 14,9 milliards pour la branche vieillesse, 3,1 milliards pour la branche CNAF, 2,1 pour la branche FSV et 0,7 pour la branche AT-MP. Toutes les branches sont en déficit, ce qui n'est pas une grande surprise. Vous ajoutez les 39, vous ajoutez les 30 milliards de la cause, vous ajoutez les 13 milliards de la dette de la Sécu, vous ajoutez une partie de dépenses à venir d'investissement dans le champ de la santé, je n'en dirai pas plus, vous ajoutez ensuite le déficit prévisionnel. Ça fait 40 milliards. C'est 92 le déficit prévisionnel. Dans ces 92 non, c'est pas 92. Non, on est à 52. On est à. Oui, mais
si vous me laissez terminer ma réponse, je vais essayer d'être plus précis. Vous avez 52 milliards que vous connaissez. Et plus près du micro. Je viens de vous indiquer le reste du transfert sur les 136. C'est-à-dire que vous avez, donc vous avez les 52 milliards de déficit actuel. Vous avez les 30 milliards qui étaient à la dette cumulée de la COS à fin 2019. Je me répète, les 13 milliards de reprise de la dette des hôpitaux. Vous avez une partie investissement à venir sur la santé. Vous avez l'équivalent des 13 milliards qui sont les 2,3 milliards par an à partir de 2024 c'est plus que ça d'ailleurs, sur le transfert de CSG de la CADES vers la CNSA. Et vous avez environ 40 milliards de dettes flottantes, appelons-la flottante si vous voulez, qui correspond au déficit non consolidé de la période actuelle, reproduisant ainsi un mécanisme qui a été exploité en 2011, qui portait sur 59, me semble-t-il, milliards à l'époque, qui est de dire, tant que les déficits sociaux ne sont pas consolidés, qu'il y a encore du chômage partiel, qu'on n'est pas sorti de l'épidémie, on fait un provisionnement supplémentaire qui permet de couvrir les risques à venir. C'est un ajustement qui a été fait par des prévisionnistes économistes qui sont beaucoup plus intelligents que moi et qui sont capables d'estimer quel sera le montant des dépenses à venir, ou cette année, ou les années à venir, d'ici à la fin du remboursement de la dette CADES. Merci. Si jamais, pardon, Monsieur le Président, si jamais j'attendais. Les 40 milliards n'étaient pas consommés, on pourrait effectivement, disons peut-être revoir un peu le financement de la CADES ou simplement la durée d'amortissement. Monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur, je ne crois pas que ce soit un problème, le financement de la dépendance. Je crois que c'est un enjeu. Je suis attaché. Ça peut vous surprendre, mais je suis très attaché à ce que l'État paye ses dettes, et la Sécu aussi. Et je suis surtout très attaché à ce qu'on n'engage pas de dépenses aujourd'hui que nous ne soyons pas nous-mêmes en mesure de rembourser. J'ai toujours été horripilé par les mesures qui considéraient à faire peser dans 10 ans ou dans 20 ans ou sur 30 ans des mesures, que ce soit des questions relatives à la retraite, par exemple, ou à d'autres fiscalités, dont on dit les gens payeront plus tard. Moi, je considère que ce qu'on dépense aujourd'hui, on doit prévoir de le payer aujourd'hui. Peut-être est-ce là, je me mets encore à la fin de la génération Y, mais tout de même dedans. Mais j'estime qu'on doit faire très attention à cela. Très attention à cela. Parce que je ne sais pas si, par exemple, l'espérance de vie va augmenter d'ici 20 ou 30 ans, autant qu'elle a augmenté au cours des 20 ou 30 dernières années. Parce que je suis parti d'une génération qui a connu le chômage de masse, l'épidémie maintenant, le terrorisme, le réchauffement climatique, et que peut-être que cette génération a aussi le droit de ne pas avoir cumulé sur sa tête pour les décennies à venir un certain nombre d'impôts qui augmenteraient ou de durée de travail qui augmenterait. Donc, ma conception de la dépense publique, c'est qu'il faut être capable de la corréler avec des financements aujourd'hui. Donc pour moi, je veux dire, tout en disant cela, je reconnais et je confesse avoir déjà anticipé un mécanisme de financement pour après 2024. Mais on est dans un mécanisme qui est dans un remboursement d'une aide sociale et qui nous confère 10 ans pour trouver des solutions pour compléter à hauteur. Il faut qu'on ait ce débat sur le financement. Il faut qu'on ait ce débat. C'est-à-dire, les dépenses, la perte d'autonomie n'est la faute à personne. Bon, nous vieillissons et le baby-boom devient papy-boom. Et nous devons à nos aînés des soins de qualité, un accompagnement de qualité en respectant les volontés des personnes et des individus. Ça coûte de l'argent, il faut que nous ayons ce travail ensemble et courageux et aller devant les Français en leur disant voilà l'enjeu, voilà ce que nous faisons, nous améliorons l'encadrement dans les EHPAD, nous renforçons le secteur du domicile, nous aménageons les domiciles pour éviter que des personnes ne soient contraintes d'aller dans des établissements dans lesquels ils n'ont pas envie d'aller, nous augmentons le personnel, nous augmentons la qualité de travail du personnel, nous augmentons les salaires des personnels et nous développons des nouvelles technologies pour venir en aide aux personnes en perte d'autonomie parce qu'elles sont devenues âgées et qu'elles ont accumulé des déficits en termes d'autonomie. Ce débat-là, c'est pas un problème. Voilà, je revenais sur la sémantique qui a été utilisée. Ça nous fait effectivement des débats. Il y aura des solutions qui seront proposées par des sénateurs ou des députés de gauche. J'ai entendu le capital, j'ai entendu le profit, j'ai entendu les entreprises. On est dans des choses qui sont classiques. J'ai entendu à droite, on va me dire réduisez la dépense publique, ou etc., etc. Je ne sais pas où sera l'équilibre qui sera identifié. Peut-être même sera-t-il amené à évoluer en fonction de l'évolution des gouvernements qui viendront dans les années et les décennies à venir. Peut-être, ce n'est pas un problème. Par contre, posons-nous la question vite, bien, et on se débat. L'idée de créer cette 5e branche aujourd'hui n'est pas de couper ce débat. Au contraire, il est de le rendre nécessaire, inévitable et non différable.
Merci. Non, je disais simplement, quand Monsieur le ministre parlait de droite et de gauche, qu'il y avait beaucoup de stéréotypes dans son intervention. Cela dit, merci. S'il n'y a plus de questions, deux petites interventions personnelles. Vous avez parlé de Madame Delaunay. Alors, je me souviens d'une altercation que j'avais eue avec elle qui était particulièrement vive, qui se passait ici d'ailleurs. J'étais à la place de Théophile et Madame Delaunay était à la place de Monsieur Van Lerenberg. Je lui avais posé une question sur l'autonomie, puisque à l'époque c'était aussi un sujet important. Et elle m'avait répondu que nous avions été, nous, infoutus, les sarkozystes. Vous avez été infoutus, vous, les sarkozystes, de faire quelque chose sur le sujet. Nous, on va faire quelque chose. On a vu. Deuxième point important, merci pour l'ensemble des informations que vous avez données. Ce que l'on peut reprocher, et vous avez dit que vous souhaitiez que les parlementaires votent ce texte en particulier sur l'autonomie. Je vous réponds, Monsieur le ministre, que les parlementaires ne pourront pas faire autrement que de voter ce texte sur l'autonomie, dans la mesure où ils sont piégés par la médiatisation qui en a été faite. La création de cette branche, tout le monde maintenant en parle comme si c'était fait et qu'il n'y avait plus rien à faire. Et si on veut, nous, intervenir maintenant, il faut qu'on accepte le principe qu'on doit maintenant architecturer l'ensemble du projet et non plus le créer, puisque les médias l'ont fait pour nous et que là-dessus, on ne peut pas faire marche arrière. Merci en tout cas et bonne soirée à tous. Voilà, vous avez pu suivre l'audition du ministre de la Santé, Olivier Véran, interrogé hier par la Commission des affaires sociales du Sénat sur la reprise de la dette sociale et sur la création d'une branche de la sécurité sociale relative à l'autonomie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes et tous les articles de la rédaction sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une excellente journée à tous.